Bon, allez, on va démarrer. Alors, à quoi ça sert de regarder des traces de vol en fait d'autres pilotes? Eh ben, ça permet de savoir par où ils sont passés et donc du coup de découvrir des trajectoires, de visualiser un petit peu ce qui est possible de faire comme parcours. Donc c'est intéressant parce que ça permet de voir ce qui finalement était possible de faire un jour donné, à un endroit donné. Euh, donc, du coup, ça permet de se comparer aux autres. Alors, c'est dans le bon sens que je vois ça, hein, dans le sens progression. Quelqu'un qui a un niveau équivalent, qu'est-ce qu'il a été capable de faire même jour au même endroit, par exemple. Euh, et du coup, ça peut inspirer et de donner des idées. Ça permet aussi de mieux comprendre la réglementation aérienne et la respecter. On verra ça notamment avec la CFD. Et puis du coup, ouais, en sachant ce qui se fait, c'est une bonne aide pour se définir des objectifs réalistes. Voilà, les idées qui me viennent à l'esprit quand je parle de traces de vol. Euh, mais il y a des choses que ça ne donne pas. Les traces de vol, à votre avis, qu'est-ce que ça montre pas, qu'est-ce que ça n'explique pas? Est-ce que vous avez des idées? Allez, j'ai besoin d'un motivé là. Ouais, exactement. On n'a pas du tout l'explication de l'aérologie, sauf si la personne a pris le temps de la mentionner, et encore c'est son interprétation au moment. Mais voilà, la météo, on peut éventuellement la retrouver sur, euh, sur des sites, etc. Quoique chercher la météo dans le passé, c'est un peu plus compliqué, mais l'aérologie, clairement, c'est quelque chose qui est très évolutif dans le temps et qui va varier d'un jour à l'autre. Et donc ça, on l'aura pas sur la plupart des traces qu'on va visionner. Donc voilà, il y en a d'autres. Est-ce que vous en voyez d'autres? Tout à fait. Et pas que son niveau, aussi sa forme, par exemple. Euh, Tout au long du vol, on n'aura pas l'explication de s'il se sent bien physiquement, mentalement, etc. Est-ce que vous en voyez d'autres? Tout à fait. Alors, quand même sur la CFD, on a l'aile, on n'a pas la sellette, mais on a l'aile, donc qui est quand même l'élément principal. Sur la plupart des sites de partage comme Xcontext et la CFD et Searide, c'est possible de l'avoir, donc ça donne quand même une bonne idée, mais après on n'a pas en effet le poids du matériel. Euh, Plus largement, on ne sait pas si le pilote il est à quel endroit il est dans la fourchette, et du coup ça peut influencer beaucoup la façon dont il avance, sa vitesse, etc. Donc ça, on n'a pas l'info, donc faut prendre des pincettes, voilà. On ne sait pas non plus s'il accélère, s'il est ballasté, enfin voilà. J'en vois un autre. Est-ce que vous en voyez un autre au moins? Oui, tout à fait. Exactement. Sur une trace, on n'a pas cette info, on ne sait pas comment il agit au fil du temps, comment il sent les choses. Euh, et j'en vois une autre parce que euh, on parle de une trace de vol, mais, mais finalement le pilote il est peut-être pas tout seul en l'air, quoi. Il y a peut-être d'autres pilotes devant lui, derrière lui, qui l'ont aidé ou qui lui donnent des indices sur la masse d'air, etc. Ou peut-être même à la radio. Donc voilà, tous ces éléments font que même si une trace GPS est ultra précis, c'est dur d'avoir la vision globale de ce qu'a ressenti le pilote à chaque moment du vol. Donc il faut prendre des grosses pincettes parce que c'est pas parce qu'il a fait cette trace ou cette portion un jour, à un moment donné, que ce sera forcément possible tout le temps ou même quelques minutes après. Voilà, donc il faut prendre des grosses pincettes, mais ça donne quand même euh, plein d'infos et on va voir en regardant un petit peu en détail avec les outils comment on peut exploiter ça. Euh, donc là, je vous ai affiché une trace magnifique de Maxime Pinot. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme outil à notre disposition pour regarder des traces? Alors,
j'ai prévu une petite sélection. Donc en premier, on peut aller voir ce qui se fait du côté de Searide par exemple. Alors c'est essentiellement pour ceux qui ont du matériel Searide évidemment. Je possible que les concurrents fassent quelque chose d'équivalent, mais leur site est vraiment bien fait. Euh, il y a, il y a en fait sur chaque profil pilote l'historique des traces qui ont été publiées si le pilote a choisi de les publier. Donc encore une fois, voilà, c'est pas forcément toutes ces traces qu'on va voir, mais ça donne une bonne idée avec la durée. Donc là, bon, bah, des vols de fou de Julien Irilli, l'endroit, etc., l'aile, et une carte assez simple finalement par rapport à d'autres outils. Avec en bas, on retrouve toute la durée du vol avec la hauteur par rapport au relief à cet endroit-là. Donc ici sur Searide, en bas le terrain est marqué en marron, en rouge foncé, et l'altitude du pilote c'est la courbe en rouge clair. Et ce qui est intéressant dans cet outil, alors c'est voilà, c'est assez sommaire, on peut même pas agrandir sur sur l'écran, donc mais on peut zoomer et voilà, on peut. Ce que j'aime bien, c'est la coloration qui est faite en fonction du vario sur cet outil. Donc en fait, quand il y a eu des gros varios, donc positifs et négatifs, on les voit de couleur. Alors les gros varios positifs, c'est couleur rouge. Euh, donc on voit que voilà, à ce moment-là, le pilote est rentré dans le noyau du thermique et il a un très bon vario positif. Et en bleu foncé, c'est l'inverse, c'est les grosses dégueulantes. Donc c'est assez intéressant sur la compréhension des traces de voir finalement là où est-ce que le pilote a fait des gains intéressants, là où il s'est fait clouer au sol et du coup pourquoi, etc. Après c'est à vous d'interpréter. On va pas rentrer dans les explications de toutes les traces de la CFD ce soir, mais l'outil le met bien en évidence en tout cas. Et on peut voilà avec le curseur en bas se déplacer dans la trace pour regarder un moment précis. Et donc là, on a son altitude, son vario, voilà, et sachant que là, c'est des choses un peu lissées dans le temps. Il y a très peu, les points sont assez espacés. Donc en fait, quand c'est marqué 2,8 mètres secondes, par exemple, ici à ce moment-là, en fait, bon, ça fait un moment qu'il a un bon vario, quoi. C'est une bonne moyenne. Euh, Voilà pour cet outil qui est assez simple mais assez efficace. On peut changer la carte, ce qui n'est pas inintéressant. Il y a différents types de cartes. Euh, donc pour voir le relief ou les noms des cols ou des vallées, c'est assez intéressant. Suivant le fond de carte choisi, on n'a pas les mêmes infos. Euh, donc ça peut valoir le coup de changer le fond de carte, même si celui par défaut est pas mal. Voilà. Euh, D'ailleurs, au passage là-dessus, j'en profite, on a un peu le même fonctionnement sur le calendrier, où vous allez sur n'importe quelle sortie, ou même vous en créez une sur la carte. Vous pouvez choisir changer le fond de carte. J'ai mis différents fonds, satellites, et IGN, etc. Et donc il y en a certains qui sont plus propices à voir bien les reliefs. Donc ça peut être intéressant pour planifier un peu votre vol. Vous affichez en plein écran, ça marche bien sur téléphone aussi. Vous allez voir les reliefs et vous choisissez le fond de carte qui vous plaît le mieux. Et bah, ça peut être intéressant pour planifier comme ça vite fait. Vous vous retrouvez, je sais pas, vous vachez dans une vallée, mais il y a du réseau. Bon, ça peut permettre de trouver un petit peu les chemins avec la carte IGN par exemple. Voilà, juste une petite astuce au passage. Euh, du coup, il y a des pilotes connus sur Searide, donc ça peut être intéressant d'aller voir. Ça peut être intéressant de voir vos copains aussi, mais bon, voilà, il faut évidemment qu'ils aient un appareil Searide. Et ce qui est sympa, c'est aussi euh, le temps total sur l'année. Donc ça permet de valider un peu ce que vous avez noté. Donc finalement, d'enregistrer ces vols, d'enregistrer ces traces, c'est pas mal pour faire le bilan de combien de temps vous passez à voler, etc. au fil de l'année.
de valider avec vos notes et finalement là, l'appareil le fait pour vous-même. Donc pour votre progression, voilà, d'enregistrer vos vols, finalement, c'est pas inintéressant pour ça. Mais donc, sur cet outil, il faut faire attention parce qu'en effet, la liste des vols n'est pas forcément exhaustive. En tout cas, pour si c'est pas votre profil, si c'est le profil des autres. Euh, les infos sont assez simples finalement. Mais voilà. Je vais passer à autre chose. Alors, vous connaissez peut-être Ivory, euh, qui permet un peu mieux de visualiser, puisque là, la carte était en 2D, enfin vue de haut, mais ça peut être intéressant de voir en 3D les vols. Donc il y a ce site très connu, anciennement appelé Douarama d'ailleurs, qui permet de voir en plus en animé avec la vitesse. On peut régler la vitesse, là ça va 64 fois plus vite par exemple. Mais c'est vraiment super ce genre d'outil, puisqu'en 3D on se rend bien mieux compte du placement du pilote par rapport au relief. euh, Tout au long, et en plus on a la vitesse, et ça marche même sur des vols de groupe. Euh, C'est-à-dire on peut voir plusieurs pilotes à la fois et c'est vraiment un superbe outil, je trouve, pour étudier par où les pilotes sont passés. Ça arrive des vidéos sur YouTube du pilote et puis en bas, dans la description, il met le lien de la trace et du coup, voilà, en vol de groupe, on se rend compte tout de suite un peu mieux de ce qui s'est passé. Euh, on voit bien les transitions, etc. Donc on visualise beaucoup mieux comment les pilotes ont appréhendé leur trajet et ça permet même de découvrir des massifs avant d'y aller, quoi. Euh, pour étudier un petit peu à l'avance qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura tourné à droite derrière le décollage, d'aller utiliser des outils comme ça ou comme Google Earth pour voir en 3D les massifs, c'est vraiment vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, Ça peut vraiment bien préparer un vol. Euh, voilà, après Aerie, c'est juste pour la visualisation. Alors si on a hop, dans le coin en haut à droite, on a des infos statistiques d'altitude, etc. Donc on sait l'heure locale et l'altitude du pilote, sa vitesse aussi, mais sinon c'est très sommaire. Voilà, on a que ça. Euh, du coup, je vais basculer sur un autre outil qui est tout à fait intéressant pour préparer ces vols. C'est Spotter. Alors là, ça va être plus le côté réglementation aérienne qui est intéressant sur cette carte, puisqu'on peut très facilement voir les zones aériennes. Donc, encore une fois, on peut choisir la carte, le fond de carte. Donc, il y a un petit bouton pour choisir les layers. Donc, il y en a plusieurs par défaut. Euh, L'Open Topo est vraiment pas mal. Mais il y en a des très très évolués pour ceux qui font de la randonnée ou des choses comme ça, des refuges par exemple. Au passage, c'est assez intéressant ces fonds de cartes. Euh, de base, on peut aussi afficher, voilà, moi j'ai affiché les sites de vol et les balises, ce qui aide à la compréhension d'un site. Mais pour la partie traces, donc on peut pas, à ma connaissance, pas mettre de traces dedans. Par contre, on peut faire des calculs de, de mesure de distance. Bon, si vous avez envie d'étudier un petit peu, ça permet de faire des évaluations. Et ce qui est assez intéressant, c'est cet outil-là qu'ils ont fait, I Can Fly, qui donne, en fonction du glide ratio, euh, on clique à un endroit et en fait, ça dit jusqu'où on peut aller en fonction du glide ratio. Donc, par exemple, ici, là, si du sommet d'Aiguebelette, en gros, on peut aller voilà, jusqu'au relief de devant avec un glide ratio de 8 en partant du point que j'ai cliqué, évidemment. Hein. Si vous partez de plus haut, c'est encore, vous pouvez aller plus loin. Mais là, c'est pour du hike and fly. Donc, euh, c'est assez intéressant ce genre d'outil pour étudier un petit peu la possibilité que vous avez dans les randos-vols. Donc tous ces outils, ça évolue au cours du temps, ils se complètent, ça vaut vraiment le coup
de jeter un petit peu un œil parce qu'il y a des fonctionnalités vraiment tip top. Et Spotter, en plus donc du Hike and Fly, voilà, il y a les réglementations aériennes. Et donc ça, vous l'avez pas par défaut, il faut aller dans les layers et cliquer sur Airspace. Et là, il y a des trucs qui apparaissent. Ça marche sur mobile aussi, l'écran un peu différent. Alors je vais dézoomer un petit peu. On va attendre qu'il... Oula, j'ai un peu trop dézoomé. Voilà, donc là, évidemment, on se dit, oula, mais c'est compliqué, il y a plein de trucs. Et bah oui, c'est les espaces aériens. Mais il y en a beaucoup qui sont très hauts et donc trop hauts par rapport aux altitudes où on vole, donc on peut les filtrer. Euh, donc, je sais pas si vous voyez en bas à droite dans mon écran, euh, mais donc il y a le petit dans les menus, voilà, vous pouvez régler en fait, et faut faire vraiment attention à ça. Il y a une histoire de top limit, donc c'est-à-dire qu'il va vous afficher tous les espaces aériens en dessous de cette hauteur. Donc, si vous la descendez, la valeur par défaut, je crois que c'est 2000. Bah, en fait, ça filtre plein d'espaces aériens qui sont au-dessus de 2000 mètres. Et donc pour certains sites de vol où on vole pas haut, voilà, ça peut être intéressant, ça peut un peu nettoyer l'écran, mais les espaces aériens sont toujours là, faut pas les oublier. Donc d'une session à l'autre, faites attention à ce que ce réglage change pas trop. Généralement, on va mettre 3000, 3500 mètres, puisque c'est de toute façon le FL 110, la hauteur dans la plupart des endroits jusqu'où on peut aller. Mais du coup, là, on les visualise. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en cliquant dedans, je vais essayer de me mettre pas trop mal vers avec belette. Voilà, quand on clique un endroit sur la carte avec les espaces aériens activés, on a un bandeau qui apparaît et on voit tous les espaces aériens à l'endroit où on a cliqué. Et ça, c'est top parce que les autres cartes, les cartes OSI, VFR, les choses comme ça, c'est un peu compliqué de savoir à un point tous les espaces aériens qu'il y a. Faut utiliser son jus de cervelle pour savoir. Tandis que là, en cliquant à un endroit par précis, on voit bien que là, par exemple, il y a deux espaces aériens dans les filtres que j'ai mis, hein, bien entendu. Donc on a la CTR de Chambéry et la TMA de Lyon. Et on retrouve les infos de hauteur des espaces aériens. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on est sur un site où on sait qu'à proximité, il y a des espaces aériens. Voilà, typiquement, vous voulez aller à la Dent du Chat depuis Aiguebelette. Bah là, on voit bien qu'ici, si je clique vers la Dent du Chat, alors dans la zone bleue, dans la CTR de Chambéry, ben, il y a la CTR de Chambéry, voilà, du sol à 1067 mètres. Et quand on arrive vers la Dent du Chat, là, vers là où il y a ma souris à peu près, et ben, faut pas la dépasser, sinon on se met à rentrer dans l'espace aérien interdit. Donc ça peut donner une idée de vers où est à peu près la limite, etc. Et voilà, d'ailleurs en zoomant on voit bien dent du chat, c'est pile sur la dent du chat, donc voilà, avec vos instruments après en l'air, vous pouvez avoir confirmation de ça, mais d'étudier un peu à l'avance, c'est vraiment super cet outil. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, les balises et webcam là dans cet outil, au passage, c'est vraiment pas inintéressant d'avoir. On a les valises devant et quand on clique dedans, on a même l'historique. Alors là, la balise est capoute celle-là, enfin, évidemment. Faut que j'en prenne une autre. C'est l'hiver, alors on n'a pas beaucoup de balises qui marchent. Voilà, on est l'historique, donc au passage, c'est vraiment un outil super spotter. Ouais, je reviens, je raffiche le truc. Alors les trois chiffres, ça doit être marqué en survol, mais c'est vent mini, vent moyen, vent maxi. Sur je crois que c'est les 15 dernières minutes, en tout cas voilà. Donc c'est surtout en effet les deux derniers qui nous intéressent, qui est la vitesse du vent moyen et la vitesse maxi. Et on voit que sur la carte, le chiffre indiqué, c'est celui de la vitesse moyenne. Et quand on dézoome, en fait, il va regrouper les manchères d'un endroit en une seule icône. Donc, en fait, voilà, c'est une moyenne là, faut zoomer pour y voir un peu plus clair parce que sinon, on sait pas trop comment ça a été calculé, quoi. Donc Spotter, ouais, super outil, gratuit. Vous pouvez c'est un site web qui s'installe en appli sur le téléphone, comme ça, vous pouvez avoir un bouton application pour le lancer. Par contre, il faut du réseau pour la carte et pour les infos. Donc,
Voilà, voilà. Dans les autres outils connus pour visualiser les traces, il y a, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent XC Contest, enfin X Contest, euh, Cross Contest. Donc c'est un outil international de partage de traces de vol libre. Ça, c'est à peu près similaire à ce que propose Searide, où on retrouve le trajet du vol sur une carte en 2D et en dessous l'évolution de l'altitude du pilote par rapport au relief au cours du temps et des infos un petit peu générales. Donc c'est pas mal de pilotes l'utilisent parce que dans des outils comme XC-Track, il y a un bouton où à la fin du vol on peut dire j'envoie ma trace juste en faisant un clic sur XC Contest et ça c'est un peu plus simple que par exemple la CFD où il faut faire faut remplir, faut déclarer les espaces aériens parcourus. Donc c'est très populaire celui-là au niveau international. Donc ça peut être intéressant d'aller faire un petit tour dessus, puisqu'on peut aussi rechercher voilà, par site, par pilote. Donc par exemple, bah, quand on allait en Colombie sur un site complètement inconnu, je me suis allé voir dessus, sur ce site, quels étaient les vols à peu près déclarés. Et ça m'a donné une bonne idée que tout le monde restait dans le bocal et que voilà, pas grand monde s'aventurait autour parce que le relief était, voilà, on voyait bien que le relief était compliqué. Donc ça peut être super intéressant de voir voilà, ce que font les autres pilotes en temps général sur un site qu'on connaît pas. Ça peut donner des bonnes idées. Euh, on va passer à la Coupe fédérale de distance maintenant. Donc la Coupe fédérale de distance, vous cherchez CFD, FFVL dans le moteur de recherche favori et c'est dans les premiers liens. Alors c'est quoi? On peut se dire Coupe fédérale, ouais, c'est la compète, etc. Oui, c'est la Coupe de France, mais en fait, on va dire la majorité des pilotes vont l'utiliser pas vraiment pour la gagne, mais plus pour voir ce que les autres pilotes ont fait, soit même avoir un petit historique de ses vols, etc. Euh, donc c'est une mine d'informations assez intéressante parce que on peut retrouver par pilote, par club, on peut filtrer par plein de critères, par site de vol, etc. Donc donc c'est assez bien fait et au fil des saisons et des jours, on peut facilement voir les vols déclarés. Donc par exemple sur l'accueil, vous avez des liens rapides, notamment par exemple les derniers vols. Si je clique dessus, ben, on a les vols des 15 derniers jours. Donc tout de suite, voilà, c'est les vols déclarés sur la CFD. Ça donne une idée. Voilà, donc hier, il y a quelqu'un qui a volé, alors je ne sais pas où c'est ce site, mais il a déclaré 28 km, 9 janvier 2021. Donc après les journées fumantes, il y a je sais plus 200 vols, peut-être même plus de déclarés par jour. Donc ça après c'est un peu plus compliqué à lire les jours bien remplis, mais c'est quand même intéressant comme vue. Donc au niveau de la recherche, si je reviens sur l'accueil, voilà, il y a plein de choses. Il y a notamment la recherche, c'était où? Sélectionner les vols à visualiser, voilà. Et là, vous pouvez faire des recherches par saison, par club. Allez, on peut mettre Lyon Parapente, activité parapente. On peut choisir un décollage, etc. Filtrer. Et voilà, il y a des résultats en dessous. Après, je vais vous mettre un lien dans le chat. Si vous voulez tous les pilotes, enfin tous les vols du club sur la saison 2019-2020, par exemple, c'est ce lien. Là, j'ai mis trié par date descendant. Voilà, ça donne ça. Et là, sur cette vue, c'est un peu plus sympa parce que là, on peut cliquer sur plein de choses, sur les noms, sur les dates, sur les sites. Et si on veut voir le vol, il faut cliquer sur la petite loupe. Il faut être connecté avec son compte FFVL, hein, mais voilà. Et donc là, on a encore une fois des infos génériques.
Sur le vol, alors type de vol, je vais en reparler un peu après. Décollage, atterrissage, les trois branches, puisque là c'est un triangle. Les, la distance totale, mais alors donc c'est la distance des branches, hein. Les points que ça fait si ça vous intéresse. Mais ce qui est plus intéressant finalement, ça va être, enfin en tout cas pour moi, la durée du parcours et la vitesse moyenne. Donc voilà, déjà un vol de 4 heures, c'est pas la même chose qu'un plouf de 10 minutes. Et la vitesse, voilà, là par exemple, c'est pas très rapide. Ça peut donner des infos comme quoi soit le pilote a eu du mal à progresser, soit au contraire, il a pas perdu de temps et il a fait plus de 24 km/h de moyenne, etc. Il y a plein de métriques intéressantes. Et après la carte, je vais y revenir dessus un peu sur tous ces trucs qui s'affichent. Déjà, je vais reparler un petit peu des types de vols, puisque finalement, quand on fait un vol, ça peut se catégoriser assez facilement. Alors sur la CFD, voilà les catégories. Donc on a distance libre. En gros, on décolle, on n'atterrit pas au même endroit. Et on passe éventuellement par des points de contournement, par des balises. Donc le système là, sur la CFD, il est capable de tout seul trouver un peu ses angles, ses points aux extrémités du trajet. Et du coup, ben là, la distance qui va être calculée, ça va être la distance entre ces points. Donc vous pouvez avoir fait des tonnes de virages, des allers-retours, finalement, c'est que les extrémités qui vont définir les balises. Mais voilà, vous pouvez tout à fait faire un tout droit. D'ailleurs, les records de France de distance, oui, c'est généralement, voilà, ils partent autour de Paris et ils vont dans le sud. Euh, et au global, c'est une grande ligne droite et ils reviennent pas sur la zone de décollage. Ça fait une distance libre. Après, euh, on peut faire ce qu'on appelle le triangle. Donc le triangle plat déjà, où voilà, on revient au déco. Donc à partir du moment où vous revenez, on peut faire un triangle. Même si vous faites qu'une crête gauche-droite, il suffit de s'avancer d'1 mètre. Voilà, à moins de revenir exactement sur la même trajectoire, ça va faire un triangle, quoi. Euh, du coup, là, la règle, c'est par contre de revenir à. Enfin, il faut que le triangle soit bouclé et que les deux points soient à moins de 3 km l'un de l'autre, là. Euh, et ça fait plus de points au passage, un triangle plat. Sur une distance libre, ben, c'est le nombre de kilomètres, c'est le nombre de points. Sur un triangle plat, c'est le nombre de kilomètres du triangle fois 1,2. Il y a un coefficient. Et il y a un autre type de triangle au passage qui est le triangle FAI, où là c'est un peu équilatéral. Voilà. La distance de son plus petit côté doit avoir une distance au moins égale à 28% du périmètre. Donc en gros, tous les côtés doivent être à peu près de la même taille. Et, et là, le coefficient est de 1,4, donc ça rapporte plus de points de faire ce genre de triangle, mais c'est évidemment plus difficile parce qu'il faut jongler avec les massifs. Voilà, et du coup, ces types de vols vont être affichés sur la carte. Donc si j'affiche des vols sur des sites dont on a l'habitude, voilà, attends, je vais afficher déjà le vol que j'avais au tout début, là, le vol magnifique de Maxime Pinault. Je vais vous l'afficher en grand. La carte se charge. Voilà, donc quand l'écran s'affiche, voilà, il y a plein de choses. Il y a des formes de couleurs. Alors ça, c'est l'outil pour fermer les triangles FAI. On s'en fiche un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est la trace du pilote en rouge. Et puis finalement, la meilleure distance calculée dans son cas, voilà, c'est les extrémités, ça fait le triangle jaune là. Et il se trouve que dans son cas, ça fait un triangle FAI puisque voilà, les côtés rentrent dans les critères, sont relativement proches. Donc ça lui fait beaucoup de points, puisque c'est un triangle, c'est un des meilleurs vols des dernières années là. Donc voilà, donc on peut cacher un petit peu là ces trucs de couleur en cliquant sur la règle pour y voir un peu plus clair. Mais on reverra quand on planifiera un vol comment ça marche ces trucs de couleur. Pour le moment, on s'en fiche.
On va se focaliser sur ce qui nous intéresse, la trace. Donc on a plein de fonctionnalités. Donc on retrouve en bas l'évolution de l'attitude du pilote en fonction du temps enfin par rapport au relief. On voit les reliefs aussi. Depuis peu, ils ont rajouté dans ce bandeau du bas là, les espaces aériens. Avant, le fond était tout le temps blanc. Maintenant, vous voyez qu'il y a des couleurs un peu différentes. On le verra mieux sur d'autres vols, mais ça permet de voir les espaces aériens en fait. Euh, Là, on peut avoir l'impression que par exemple ici, il rentre dans un espace de couleur particulière, mais peut-être que cet espace à ce moment-là, il était pas existant ou autorisé ou inactif, donc il n'y a pas de souci. Ça permet de voir encore mieux sur un passage de vol l'espace aérien traversé. Donc ici au Nose, il a décidé de faire un point devant. Hop, là il est rentré dans un espace aérien, il y a encore, et là à peu près il est ressorti. Euh, donc on peut les revoir d'ailleurs les espaces aériens en cliquant sur le petit avion dans les boutons. On retrouve le même principe que tout à l'heure, ça va cacher certains espaces aériens pour pas saturer l'écran. Donc là, si je mets 3000 mètres, je vais voir que ceux en dessous de 3000 mètres. Et voilà, on retrouve du coup le passage au Semnose où il y a cette couleur un peu jaunâtre. Et pareil que dans Spotter, si on clique sur un endroit sur la carte, on a l'info de l'espace aérien. Donc là, il se trouve que c'est une TMA, il y a deux TMA, TMA de Chambéry 1, TMA de Chambéry 3, qui sont en classe E, mais c'est classé E que à certaines dates. Et il y a les altitudes en dessous, donc voilà, enfin, en tout cas, ça correspond bien à ce qu'on voit en bas sur le bandeau, le passage dans un espace aérien. Mais ici, bah, peut-être que la date fait que c'était autorisé ou l'altitude, je sais pas, on s'en fiche. Mais du coup, ça permet de voir des choses comme ça. Et par exemple, là, sur les Bauges, vous avez la fameuse réserve des Bauges, 300 mètres sol. Et ben, ça permet de bien identifier les bords de cette réserve. Alors, sur la CFD, la source d'information est assez fiable, hein. Mais encore une fois, voilà, c'est un outil qui est gratuit et potentiellement les infos sont pas à 100% à jour. Il y a peut-être une alerte la veille, un nouvel espace aérien déclaré, une nouvelle réglementation. À vous, en tant que pilote, de faire le nécessaire pour vous renseigner s'il n'y a pas une restriction temporaire qui est arrivée. Voilà. Dans les Alpes du Sud, notamment sur la R196, là, faut bien poser des questions avant de voler, savoir si elle est active ou pas. Mais bon, la plupart du temps, sur là où on vole et aux altitudes où on vole, ça va. Mais ce genre d'outil permet justement de prendre conscience de ça. Et quand vous allez déclarer une trace sur la CFD, il va falloir remplir les espaces aériens. Et donc, ça se voit en fait publiquement sur tous les vols déclarés. Vous allez pouvoir voir ce qu'a mis le pilote pour dire comment il a respecté les espaces aériens. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui a mis RAS que la première déclaration que vous allez mettre, si vous mettez RAS, le validateur il va vous poser des questions, il va vous dire comment ça, là t'es passé dans un espace aérien, ou t'étais à proximité d'un espace aérien, comment ça se fait que tu l'as pas noté, etc. Mais il n'y a rien de compliqué. Quand on est avec Belette, alors je vais baisser un petit peu là, les espaces aériens. Euh, alors, TMA de Chambéry, mais voilà, c'est les dates qui font que c'est compliqué. Mais sinon, c'est juste la CTR3, voilà, qui est active l'hiver. Donc, c'est c'est simplement, voilà, bien préciser. Bah attention, oui, j'ai volé là, mais la CTR3 était inactive parce qu'on est l'été. Faut être au courant de ça. Après, il y a des sites qui sont plus faciles que d'autres, hein. Typiquement, vous allez à Mont-Lambert, là, il n'y a pas grand-chose dans les espaces aériens à part la réserve naturelle des Bauges. Dans les Bauges, c'est assez libre, hein. En tout cas, voilà, super outil pour visualiser ça. Il y a une autre fonctionnalité super que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur d'autres outils qui sont euh, les Airways, ils appellent ça. Enfin, voilà, c'est cette carte magique. Alors attention, quand vous zoomez trop, ça disparaît. Donc, il faut être suffisamment dézoomé. Euh,
Et alors ça, c'est quoi? C'est une coloration qui a été faite en fonction de tous les vols déclarés. Mais c'est où passent les pilotes en fait, où sont les traces. Plus la couleur va être vive, rouge vive, voire même noir là, c'est plus c'est fréquenté. Et du coup, ça c'est super pour voir notamment les transitions entre massifs. Euh, voilà, typiquement là on est vers Chambéry ici. Ben là on passe de la Chartreuse de Saint-Hilaire, du Mont-Granier exactement là sous ma souris, vers les Bauges. Et ben on voit qu'ici, clairement, tous les pilotes passent à cet endroit-là et ils font même un petit peu un coude pour une laisse de chien parce qu'il y a toute la brise qui rentre là dans les Alpes. Donc, super outil pour voir exactement. Oui, bien sûr. Cette carte, je pense qu'elle a été calculée uniquement à partir des traces. Là, les couleurs ne tiennent pas compte des variaux. C'est vraiment juste le fait qu'il y a des gens qui sont passés là. Et d'ailleurs, comme il n'y a pas on n'a pas l'altitude ici, hein. Donc on ne sait pas si les pilotes passent là avec beaucoup d'altitude ou peu d'altitude. En tout cas, c'est très rouge foncé vers Mont-Lambert parce que ben, c'est un des sites de vol majeurs du coin. Donc voilà, là, dans l'Arclusa, c'est pareil. Et après, plus on s'éloigne, si je dézoome un peu, si on va voilà, sur Beldon ou à l'intérieur encore plus des Alpes, il y a beaucoup moins de pilotes qui s'aventurent dans ces endroits-là, quoi. Donc il y a beaucoup moins de traces. Mais là, il n'y a pas le vario, en effet. C'est pas parce que les couleurs sont foncées que les varios sont forts. Il y a d'autres cartes pour ça. Sur la CFD, ça y est pas. J'ai pas prévu d'en parler, mais il y a d'autres outils qui montrent les endroits thermiques. Donc là, en effet, ces cartes où il y a des endroits thermiques, c'est fait par rapport aux varios sur les traces. Et ça montre bien, en effet, les thermiques, on va dire, célèbres, connus. Mais c'est pas parce que sur la carte, il y a un point que il y aura tout le temps un thermique tout le long de la journée. Mais c'est vrai que elles sont assez fiables sur les thermiques réguliers parce que bien, le relief ne bouge pas. Donc quand le vent est faible, et ben, ou même avec un peu de vent, de toute façon, le thermique il va être dans le coin, quoi. Donc voilà. Mais celle-là, non, ça c'est juste vraiment le passage. Donc c'est un très bon moyen aussi pour étudier où passent les pilotes pour sauter d'un massif à un autre, et pas forcément voilà, d'une vallée complète à une autre, mais des fois d'une petite crête à une autre, ben, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Voilà, on voit que par exemple là avec Belette, le Banchet, c'est possible. Il y a plein de pilotes qui passent et c'est possible même depuis ici les antennes, depuis le grille-pain voilà, d'aller vers le Banchet. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité intéressante? Euh, donc on a un petit bandeau avec, alors si je vais enlever les airwaves, voilà, on retrouve notre trace avec les infos d'altitude, AGL above ground level, donc l'altitude du pilote par rapport au relief à cet endroit-là. Et donc quand on survole à la souris pour faire avancer la petite chauve-souris, le petit bonhomme, le petit pilote, ben du coup ces informations nous donnent l'altitude. Voilà, il était à 2600. Là, il était à 2200, etc. Et donc, ça prend un peu de temps d'observer ça, mais ça donne des bonnes infos sur typiquement les transitions qui sont faites, à partir de quelle altitude le pilote, lui, il a décidé de partir. Est-ce qu'il est parti à 2000? Est-ce qu'il est parti à 2002, 2004? Ça peut être intéressant de voir ça. Mais il faut pas oublier voilà, l'aile qu'il a et que les conditions évoluent. Euh, mais donc on a aussi le Vario instinct, enfin le Vario qui est un peu lissé, mais bon, ça donne quand même des bonnes infos hein, dans les bons thermiques là, voilà 2,7 de moyenne, 3,6, là c'était un truc monstrueux qu'il a trouvé. Euh, et l'heure qui est pas inintéressante parce que sur certaines traces, ben on va se rendre compte que le pilote peut avoir perdu beaucoup de temps à certains moments. Là, par exemple, sur ce vol, c'est un vol monstrueux, hein, je crois qu'il y a 10, je reviens, mais il fait combien? Il fait 9h40, hein, voilà. Donc sur un vol de 9h40, en fait, ce qu'on voit au début, là, ils ont décollé.
Je mets la carte au milieu. Ils ont décollé pas très loin d'Annecy et du Gine à Méru. Euh, le pilote décolle, il est 10 heures du matin. Donc là, il veut faire un grand vol, il part à 10 heures. Mais en fait, eh ben, son altitude monte pas, il colle le relief là, et il n'arrive pas à sortir, quoi. C'est trop tôt en fait. Et finalement, il commence à s'éloigner et à avoir un peu d'altitude. Il est 10h58, 11h quoi. Voilà, il a passé 1 heure à gratter là devant le déco avant de faire son vol de 9h40. Donc il s'est épuisé pendant 1 heure. Peut-être qu'il aurait pu attendre. Voilà, il est peut-être parti un peu trop tôt. En tout cas, bon, ça ne l'a pas empêché lui de faire un vol magnifique derrière, mais sur d'autres traces, ça peut quand même être intéressant de voir le temps passer à un endroit. Euh, voilà. Maintenant, il y a aussi cette petite fonctionnalité, oui, en bas, le bouton play là, c'est comme sur Searide, on retrouve en fait ça. Alors, je vais avancer à un autre endroit. Voilà, hop, on le voit bouger. Ça rejoue la trace en vitesse accélérée. Là, on peut changer la vitesse x 24 là. Euh, ça peut être intéressant de laisser jouer le truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans cet outil? Donc, depuis peu, eh bien, ils sont rajouté la vue en 3D. Là, ils ont investi, ils ont craqué. Ils font la petite pub sponsoring au passage. Mais quand on clique sur la planète, ça passe maintenant en mode 3D, donc on peut retrouver ce qu'on a un peu dans Searide. C'est tout récent, donc bon, pour le moment, c'est c'est assez limité. Mais hop. Et pareil, quand on clique en bas, ça nous ramène directement à l'endroit où était le pilote. Le seul truc dommage avec cette vue 3D là dans l'outil de la CFD, c'est qu'on voit pas toute la trace en fait, on voit que un petit morceau à ce moment-là où est le pilote. Ah, je l'ai perdu. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais bon, peut-être ils vont l'améliorer. Mais encore une fois, la 3D, moi je trouve que c'est vraiment un super outil pour se rendre compte plus concrètement par où le pilote est passé. Hop, je reviens en mode 2D pour éviter de clignoter. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une règle, ouais, si on veut faire les calculs. Donc là, quand on affiche la règle, on retrouve les infos à gauche de durée de vol, les points, la distance, etc. On peut faire reset et ça, on verra après. On peut calculer nous-mêmes les distances. Tout, tout, tout. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Mais finalement, pour moi, le truc vraiment top sur la CFD, ça va être de voir les autres vols qui ont été faits par les autres pilotes. Donc, par exemple, donc là, par exemple, on a une pilote qui fait un méga vol du Colvert plus loin qu'Annecy. Et en fait, dans les infos globales, on voit alors 163 km, 23 km, etc. Mais vol invalide. Ah, il a été invalidé. Visible par licencié uniquement à but pédagogique. Ok, bon, d'accord. Et du coup, commentaire du validateur, pénétration site Grenoble. Ouh, pas bien. On va regarder ce qui s'est passé. Du coup, hop, je me remets en grand écran. Euh, ben là, on voit que le pilote est parti vers Grèce en Vercors. Elle a raccroché les crêtes du Vercors. Et là, traversé Grenoble. Ok, mais bon, la zone de Grenoble, elle est par là. Alors, si on raffiche les espaces aériens, ah oui, c'est vrai, il y a ce cylindre, donc on n'a pas le droit de pénétrer quand on survole Grenoble. Et ben là, en 2D, on voit pas bien. En 3D, on voit mieux. Alors oui, j'ai fait au petit passage, donc on peut récupérer la trace. Euh, Ici, on peut télécharger le fichier, on peut directement même l'ouvrir dans Google Earth ou autre. Et la trace, vous pouvez la visualiser dans d'autres logiciels. Alors, par exemple, il y a ce logiciel gratuit, la CU, qui est sympa. Vous pouvez, voilà, j'ai importé la trace dedans. Et il y a un mode 2D, mais il y a aussi un mode 3D. Et
là, on peut changer la coloration, on peut choisir justement si c'est le vario, si c'est l'altitude, etc. Hop, hop, hop. On va faire play, mais il faut que j'avance vers Grenoble. Voilà. Donc là, je me retrouve sur sa transition à Grenoble où il y a eu une pénétration de la zone. Donc là, il y a une grande transition à faire. Donc on voit que bon, le plané est plutôt régulier, donc il n'y a pas eu de dégueulante, etc. Elle arrive à raccrocher le relief, mais si on affiche les espaces aériens, alors déjà dans les outils, il y a infraction d'espace aérien. Donc là, on va voir en couleur la partie en rouge, ah pas bien. Voilà, et on peut voir carrément les espaces aériens. Et donc ça permet un peu mieux d'appréhender, voilà. Vous pouvez les mettre dans Google Earth aussi, c'est pas mal, mais qu'en effet, quand on vient du Moucherotte, du Vercors à la Chartreuse, là, vers Saint-Hilaire, ben, il y a une énorme zone interdite au-dessus de Grenoble. Et le problème, c'est pas le début de la transition, c'est la fin, quoi. Il faut avoir suffisamment de hauteur pour passer à travers. Et là, eh ben, il lui manquait pas grand-chose, mais voilà, c'est loupé. Et donc pourquoi après, ben, c'est intéressant, on le voit bien sur la vue 2D ici, là, si je reviens au début de la transition, on voit que le pilote là est resté un peu vers le moucherotte pour essayer de. Déjà, il fait une première avancée puis retour. On voit vers là que elle a repris un thermique, elle est montée, mais là actuellement elle est à 2000 mètres, 2060 mètres là. Et du coup elle est partie et 2060, et ben même avec un bon gun, une D là, et ben ça suffisait pas ce jour-là. Donc il faut voilà, faut au moins avoir, je sais pas, 2002, 2004 quand on veut faire cette transition. Donc c'est intéressant de le voir. Après c'est sympa d'avoir quand même déclaré. Ce qui est aussi pas mal sur la CFD, c'est il y a la partie récit de vol facultatif, mais que chaque pilote peut remplir avec une partie aérologie, météo et même un récit complet de l'histoire. Euh, donc c'est un bon moyen de voir ce que les autres pilotes ont, comment ils ont ressenti leur vol, voilà, le même jour que vous, sur le même site. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes sensations, ou peut-être que ça pourra confirmer que vous vous êtes senti chahuté et que vous n'avez pas trouvé la masse d'air agréable. Donc là, voilà, elle met des choses. Léger sud au départ du Vercors, vent peu sensible sur le reste du parcours, beau cumulus. Ça avait l'air d'être une belle journée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, faites gaffe quand même que vous soyez bien dans les bonnes unités, y compris notamment sur Spotter, parce qu'une vitesse de manche en miles, ben, c'est pas la même qu'en kilomètre heure. Et du coup, ouais, ça peut prêter à confusion, donc vérifiez bien que vous soyez bien dans les bonnes unités. Euh, donc, si on regarde un petit peu des, des sites qu'on connaît, donc par exemple avec Belette, donc là on a quelque chose de plus classique, un 44 km en 2 heures, 20 km/h de vitesse moyenne avec une aile en B. Euh, donc ça fait un triangle plat, puisque le pilote, je vais agrandir, il a décollé avec Belette, il est allé visiblement au nord à la dent du chat, après avoir beaucoup lutté pour s'extraire. Il est revenu, et puis il est allé au grêle. Et du grêle, par contre, il a réussi à revenir vers le décollage, en tout cas à moins de 3 km alors pas forcément du décollage, mais euh, de son début de trace. Et c'est matérialisé par le rond jaune, là, c'est les 3 km. Et du coup, l'atterrissage, là, est juste tip top dedans, donc ça permet de boucler un triangle. Voilà, un vol classique comme ça. Mais voilà, typiquement là, on voit qu'il y a eu de la bataille à un certain moment avant
d'avoir suffisamment de hauteur pour continuer, ou en tout cas avant que le pilote décide de continuer à... Et il s'est bien arrêté avant la dent du chat, même là bien avant j'ai l'impression, pour pas rentrer dans la CTR de Chambéry, donc un petit vol classique d'Aigbelette, donc on voit qu'il longe bien le relief. Pour monter au grêle, là il a pas traîné, deux tours et hop c'est parti. Donc c'est assez intéressant comme outil pour voir par où passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vol possible avec belette, ça? Oui, tout à fait. Donc là, on le voit bien en effet sur cette courbe. Il y a du jaune et il y a du rouge. Et le rouge, là, en fait, on voit qu'il est rentré dedans. Mais c'est pas un problème puisque si, alors je vais rafficher les espaces aériens sous les 2500 mètres par exemple. Pourquoi il se charge pas? Parce que ça télécharge pas. On va rafraîchir la page. Parce que en fait, là, la CTR3 de Chambéry, elle est inactive à cette période de l'année. Là, c'était le 27 juin 2020. Donc l'été, il n'y a pas de souci pour aller au grêle en longeant le relief et en rentrant dans cette zone. Donc en effet, c'est un espace aérien qui est interdit sur les dates où il est actif. Mais comme il reste déclaré le reste de l'année, il reste dans les cartes, il reste visible. Mais voilà, c'est inactif à ce moment-là, donc il y a pas, voilà, en filtrant plus simplement, euh, c'est ce petit bout là qui étend la CTR de Chambéry, là c'est la CTR 3, c'est la petite langue qu'on voit qui, euh, qui suit l'épine, le massif de l'épine, jusqu'au grêle, et donc là en effet le pilote, là il rentre dans cet espace aérien, mais voilà, là on n'est pas sur les dates du 15 décembre au 7 avril, on est en juin ou juillet, je me rappelle plus. Donc il était tout à fait autorisé et il n'y a pas de souci. Mais en effet, merci, on le voit bien dans la vue du bas maintenant. C'est assez nouveau, ça, c'est vraiment top de voir les. Et d'ailleurs, si vous avez des varios avec les zones, les espaces aériens, il y a des chances que quand vous rentrez dans cet endroit-là, s'il connaît pas les dates, ça bip. Oui, oui, alors ça fait quelques années qu'elle existe. Il y a des communications chaque année. Vous retrouvez les infos sur le site LoRaVL, je vais vous le mettre dans le chat. Vous cherchez LoRaVL TMA Chambéry X. Hop, j'ai le lien, je vous le mets dans le chat. En fait, c'est l'hiver, c'est pour les charters, ils appellent ça les charters hiver ou quelque chose comme ça. C'est charter neige, tout à fait. Alors c'est une zone de dégagement en fait qu'ils ont, c'est un supplément pour qu'un avion vienne par là en attente ou en dégagement de l'espace principal, parce qu'il y a beaucoup plus de trafic l'hiver à Chambéry avec les stations de ski, en temps normal en tout cas. Et du coup, ils ont besoin de cet espace en plus. Mais il est actif que du vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de mémoire, hein, à revérifier, c'est inactif. Donc voilà pourquoi il y a cette zone. Et en fait, ça évolue constamment. Les espaces aériens, au cours de l'année, la FFVL vous envoie des mails quand il y a des changements sur certains sites. Et donc, d'où l'intérêt de bien se documenter avant d'aller préparer un vol, de bien regarder les panneaux à latéraux d'écho, parce que ça peut avoir changé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vol à Aigbelette qui peut être d'intérêt quand on étudie une trace? Euh, Ouais, bah, c'est à peu près le même là. Je- Et il y en a, d'ailleurs, sur la saison 2020, il y en a pas mal qui sont marqués, voilà, non pris en compte. Ça, c'était surtout la période avec le Covid où on avait le droit de voler, mais ils ont bloqué le podium CFD, les compétitions. Donc voilà, le vol est déclaré, il n'y a pas de souci, il est juste pas pris en compte. Sur Aigbelette, on a ce genre de vol aussi typique. Donc on voit bien que les pilotes font des tourbillons, voilà, ils cherchent à monter dans la zone devant le déco à droite dans la combe, hein. C'est par là où il y a un peu de lutte avant de prendre de l'altitude. Là, finalement, le pilote part assez tôt et en longeant,
quelques petits thermiques le long, mais grosso modo, une fois qu'on est au-dessus, et on a juste à cheminer, hein. De toute façon, voilà, tous les reliefs, c'est dès qu'on est au-dessus, c'est plus facile et il faut aller monter le plus haut. Une fois qu'on est au-dessus de la crête, c'est généralement euh, assez facile de cheminer. Donc le pilote revient, il est allé aussi au grêle. Sur son retour, ben là, ah non, il a même fait différemment là, oui. Là, il s'est retrouvé, ok, devant le déco, il fait un plein et puis décide de partir devant, voilà, dans la plaine, bah, pour s'amuser, je sais pas. Il a essayé de trouver des trucs, mais on voit en bas sur l'altitude que il a du mal à reprendre beaucoup de gains. Il arrive à se maintenir, même reprendre un peu, et puis finalement il revient, et là il revient super radada, raccroché vers l'autoroute, vers l'atterrissage, mais il trouve un truc et donc il décide de l'enrouler, de continuer son vol. Donc comme quoi c'est possible, même depuis assez bas, quand on y croit et qu'il y a un thermique, ben, ça marche. Et puis il a enchaîné avec un passage jusqu'au grêle et puis un grand glide de retour. Donc voilà, ça donne des idées de ce qui est possible de faire. Euh, donc qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ouais, bon, voilà, on peut même aller jusqu'au Bancher, hein. C'est tout à fait possible, Bancher aller-retour. Euh, et d'ailleurs, voilà, sur la CFD, ce qui est intéressant, donc c'est de regarder un petit peu ce que font les autres pilotes. Donc vous pouvez dire, ah ben, ok, sur une journée particulière, euh, on va trier par exemple par kilomètre. Comme ça, bon ben, ok, en haut, on a des monstres qui ont fait des 100 bornes et très bien. Si on descend un petit peu, bah déjà dans les catégories d'ailes, on voit qu'on va avoir des B qui apparaissent. Là, il y a au début des D, des CCC, une C, et puis là on commence à avoir des B, même des biplaces. Et donc c'est pas forcément les mêmes sites de vol, mais du coup on peut se dire ah bah oui finalement il y a un autre pilote en LB qui a fait à peu près même type de vol, qui a fait une trentaine de bornes sur le même endroit que moi, et c'est vraiment intéressant d'aller jeter un œil de temps en temps parce que ça peut donner des idées de beaux vols. Il y a même, voilà, par exemple, euh, on peut voir, on va aller voir du côté de Mont-Lambert. Mont-Lambert, un beau 34 km avec une baie. Voilà ce qui est possible de faire typiquement. Donc on voit Grosse Maille qu'il a décollé de Mont-Lambert, là où il y a la petite chauve-souris, qu'il a lutté, qu'il a réussi à monter, qu'il est allé à la dent d'Arclusa, qu'il est allé même plus loin, et sur la fin du vol, il est revenu sur ses pas et il est allé carrément à Chamoux, et posé à Chamoux. Donc si on regarde plus en détail, on voit qu'au début, ben, le pilote, il trouve rien, il longe, il rentre dans la combe, mais il n'y a rien du tout. Il fait plein de S, mais il trouve rien, rien. Il fait que descendre, descendre, descendre. Il se retrouve même assez bas là, hein. 640 mètres, là, il est vraiment bas. Et puis, eh ben, il y croit, il a trouvé un thermique, et ben, il enroule, et hop, là, c'est bon, ça, il a enchaîné avec un deuxième, et il reprend pas mal d'altitude, il est déjà au-dessus du déco. Et après, il va se ravancer sur l'arête de devant. Il cherche un peu, mais ça monte, donc il reste dans la zone. Ça monte bien jusqu'à voilà, 2003, ça y est, il a réussi à s'extraire malgré la difficulté du début. Puis après, ben, il part vers la Dent d'Arclusa et voilà. Par exemple, on voit en étudiant voilà, des petits vols, des grands vols, au fur et à mesure que, ben, par exemple, là, la transition, elle n'est pas parfaite, quoi. Il n'est pas vraiment en ligne droite. Alors, soit il a optimisé le cheminement sous des nuages, soit il réglait des instruments, il a perdu du temps, parce que voilà, finalement, ben, en perdant du temps, on va perdre de l'altitude, donc il a peut-être pas autant optimisé que possible. Je sais pas, peut-être que c'était très bien ce qu'il a fait par rapport aux conditions du moment. Mais au global, on voit quand même des différences. C'est assez lisible entre les grands pilotes et les pilotes débutants, mais c'est normal. Mais c'est intéressant du coup parce que ça donne des idées de, ok, comment faire pour s'améliorer, pourquoi lui, comment il a fait quoi. On voit qu'il trouve un thermique et qu'il va dans l'inclusa et après, ben là, il est allé assez loin, alors en n'étant pas haut du tout quoi. On voit en bas et sur la vue 3D, là, le pilote,
sur le cheminement, il perd pas d'altitude, quoi. Mais il est pas haut, il est à 1005, quoi. Donc c'est par rapport à le haut de la Dent d'Arclusa, ouais, ça doit être du 2000 à peu près, 1009 peut-être, je sais pas. Il est pas haut, mais finalement il a réussi à aller assez loin et même à un moment donné il décide de partir. Alors là, il fait quand même un bon plein avant de partir à 2000, 2003, 2004 et il arrive à rejoindre Chamoux en face. Euh, bon, vous savez comme moi que quand même c'est une belle vallée, hein, donc c'est voilà, finalement nos ailes, le ratio fait qu'on a un bon plané. 2003 et il arrive là, il est encore à 1600 mètres, donc euh, encore de quoi s'amuser. Et il y a même, voilà, on peut chercher par catégorie d'ailes. Il y a même des A qui font des bons vols hein, sur la CFD. Alors il n'y en a pas beaucoup qui déclarent, mais il y a quand même quelques-uns qui ont fait des pépites là, comme ça, par exemple. Hop, toujours à Mont-Lambert. Il a réussi à aller au Grand Arc. Il passe à Chamoux. Et là, à Chamoux, il est même, au début, il est bas, hein, 982 mètres. Il, il a dû voir les écureuils, là, et puis il se refait un bond thermique, et il part finalement 1009, là, de devant, enfin, le relief devant Chamoux, donc pas très haut, mais en glide, il a juste ce qu'il faut pour rentrer avec une A. Donc voilà, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait. Euh, donc bravo, c'est beau vol. Euh, Allez, je regarde quelques autres sites avant de passer à d'autres outils. Vérel Semnoz, c'est un vol qui est envisageable. Voilà, là, en 3 heures ici, mais bon, c'est possible en moins, hein, mais parce qu'on voit la vitesse moyenne, voilà, 17 km/h, c'est assez lent. Donc ça veut dire que le pilote, eh ben, il a dû galérer à certains moments, ou en tout cas, il est resté sur un. Et donc ça se confirme en fait sur le bas de l'écran. Non, je dis des bêtises, c'est pas cette trace. J'avais souvenir d'une autre trace. Bon, il avance, voilà, et il décolle de VRL et puis il chemine tout le long, etc. Et ça permet de voir les transitions, par exemple. Donc là, avant d'arriver au Semnoz, il y a cette transition à faire, et là on voit que ça fait vraiment une gorge assez étroite, et donc la brise vient de la gauche et part vers l'ouest, vers l'intérieur des Bauges. Et donc là, ça fait un bon venturi, cette gorge. Donc on voit bien là avec les pilotes sur leur transition, autant à l'aller qu'au retour, ils ont fait une laisse de chien. Donc c'est très bien parce que là, voilà, le venturi, il est potentiellement fort et il va y avoir une dérive. Si on tire tout droit directement, c'est sûr on va pas être bon, on va devoir forcer contre le vent pour arriver à ressortir, voire même se faire enfermer dedans. Et alors là, poser là-dedans, ça fait pas rêver, quoi. Donc super intéressant. On voit qu'il a raccroché et qu'il a fait le long de la langue là, du Semnoz juste des 8. Et finalement, hop, 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 on le voit en bas là, sur le bas de l'écran. Eh ben, ça monte progressivement. Mais au moins en faisant des 8, en restant dans la zone, hop, il colle le relief là, mais il arrive à remonter à 1006 et au-dessus du Semnoz. Donc voilà, il a fait son point au Semnoz et puis retour. Et donc on peut assez bien voir comment le pilote a envisagé sa trajectoire. Par exemple, là, il a fait un bon plein et il a même plus rien enroulé. Il a fait qu'un gros glide pour revenir et donc ça passe. Sûrement aidé par du nord-ouest. Euh, En regardant d'autres vols, oui, voilà, par exemple sur celui-ci, un peu comme le vol de Maxime, là on voit beaucoup plus de tournicotis, donc le pilote a moins optimisé son temps de vol, en tout cas. Après, il a le droit de te faire plaisir d'aller à droite à gauche, c'est très bien, mais on voit au début l'attitude bouge pas, en fait il reste à faire des zigzags devant le déco de Vérel, donc peut-être que là il attendait d'autres pilotes, en fait, tout simplement, mais voilà, en décollant à 3h moins 20, là il est 4h moins 10, il y est encore, quoi, à peu près. Euh, Allez.
4h moins 20, ouais, 1 heure. Et on va dire il est resté 1 heure à faire des S devant le déco. Il y a plein de raisons, mais du coup, voilà, c'est intéressant. Et souvent, on voit qu'en fait, sur la dernière heure de vol, il y a quand même sur sur des crosses, ouais, sur des crosses, soyons plus réalistes, sur des crosses, la dernière heure de vol est souvent assez importante. Il y a des passages clés ou voilà, il y a des pilotes qui arrivent à bien faire un gros plein avant d'avoir de pouvoir rentrer, et il y en a d'autres, on voit que c'est plus la galère. Donc on se rend compte que il y a besoin de beaucoup travailler, donc beaucoup d'efforts, et donc c'est à prendre en compte aussi d'anticiper ça. Voilà, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans les vols? Donc là, c'est des vols de montagne, et on voit bien les thermiques sur certains sommets, etc. On le voit aussi sur des vols de plaine. Là, je vous montre un vol où on arrive à identifier bien qu'il y a une dynamique différente dans le vol, parce que là, il y a eu un début de vol. Alors c'est une compète, donc il y a des balises, donc c'est pour ça que la trace, elle fait ça. Il fallait aller du déco au premier point, au deuxième point, troisième point et la fin. Et donc le début est le long du relief, donc en effet, on va céder des thermiques, des déclenchements sur les arêtes, etc. Même si là, la trace est, enfin, il y a potentiellement des meilleures traces en allant choper le plus haut, et voilà, après c'est l'autoroute. Et puis il y a un basculement sur la plaine, donc là c'est tout plat, et on voit bien les thermiques là. Du coup, on voit aussi du coup la dérive du vent assez facilement. Donc on peut se rendre compte que là il y avait, voilà, le pilote arrive par ici, hop, trouve un thermique, et tout en l'enroulant, donc ça monte bien. On se rend compte en bas de l'écran, mais il est beaucoup décalé. Alors il recule, mais c'est pas grave. L'altitude va être bien plus intéressante pour nous puisqu'on a des glide ratios de 10 à peu près. Donc voilà, donc ça vaut le coup, même si on se fait un petit peu reculer au fur et à mesure d'enrouler le thermique. On va pouvoir aller avancer beaucoup plus loin, retrouver un thermique, etc. Et, et voilà, donc pareil sur la CFD, on peut faire des vols de groupe. Du coup, on peut voir plusieurs pilotes au même moment, etc. Euh, donc après, à vous de faire jouer avec ça, de regarder ben, vos collègues, les bons pilotes, comment ils font, et on apprend quand même des choses, surtout sur les sites où on va voler. On arrive à se rendre compte de, ok, là, ça marche mieux parce que c'est une confluence, ou en tout cas, il y a beaucoup de pilotes qui passent ici, donc ça vaut le coup. Ou là, il y a personne qui va là-dedans. Ah oui, d'accord, etc. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans les traces? Tac, tac, tac. Voilà, par exemple, si on cherche une date donnée, puis on va rechercher dans la page Montmain. Qu'est-ce que je... Alors, j'avais ce pilote qui a fait 16 km en B, et j'en avais un autre, lui, qui était d'intérêt. Donc voilà, là il a mis 3 heures. 3 heures, et bah, il a beaucoup gratté. Donc après, voilà, il s'est peut-être fait plaisir. Il allait voir à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais finalement, il est resté tout le temps sur les mêmes massifs avant d'aller poser à Doussard. Et bah, après, c'est bien, il a réussi à rester 3 heures en l'air. C'est quand même déjà très belle prestation. Mais si on regarde voilà, le même jour, du coup, sur le même site, là, en 2h48, donc à peu près le même temps, bah, finalement, il y a un autre pilote qui a décidé d'aller faire une petite balade dans les Bauges, là, sur au Roc des Bœufs, donc c'était possible. Il y avait possibilité voilà, de faire des transitions, de se décaler un peu du relief, et de se balader. Mais voilà, chaque pilote est libre de faire comme il veut, bien entendu. Mais en tout cas, voilà. Si ce jour-là on était à Montmain, ben, on peut se dire, ah, mince, il y a quand même un pilote qui a fait ça, donc c'était possible. Après, voilà, il connaît peut-être très bien le site. Du coup,
si on veut se planifier un vol, il y a des outils. Alors il y a lui notamment. Il s'appelait XC Planner avant, mais maintenant c'est. Je vous mettrai les liens de tout ça un peu partout. Je les remettrai dans le calendrier, je pense. Ou demandez-les-moi si vous n'y avez pas accès. Donc flyxc.app, en fait, on retrouve, c'est le même outil que la CFD, hein, mais là, on n'a pas de traces et on peut cliquer sur la règle et se dire, bah ok, allez, je vais faire un vol à Saint-Hilaire et je vais essayer de voir bah, combien ça va faire en faisant, si je vais au Saint-Hénard et au Granier, par exemple. Donc on utilise le petit outil pour mettre le point de départ. Alors évidemment, si je prends pas le bon point, ça va pas le faire. Il y a un sens, il y a des petites flèches noires. Voilà, puis en cliquant sur le bouton du milieu et en le tirant, on peut rajouter des points intermédiaires. Donc un là par exemple, puis après un autre au bout du Saint-Hénard. Puis après, on revient, je sais pas, Combe de Manival. On passe devant la dent de Croll. Puis on fait toute la crête. Puis on va hop, jusqu'un peu avant le Granier. Allez, on va s'arrêter là déjà, c'est pas mal. On revient et on va même pas parler de transition. Voilà, et puis on veut revenir à Limbin, hop, là-dessous. Et donc tout de suite ça s'affiche, ok, on est bien revenu, on a bouclé le triangle en revenant à Limbin parce qu'on est suffisamment près du début de la trace. Donc en noir on a la trace prévue du pilote et ça a calculé tout seul en jaune le triangle que ça va faire. Donc c'est un beau triangle. C'est un triangle assez facile à faire puisque c'est le long des crêtes, mais après voilà, c'est des faces est, hein, et donc comme ça, on a planifié que voilà, bah, rien qu'en faisant ça, déjà, ça fait un beau triangle de 56 km. Mais si on va à une vitesse, allez, 20 km/h, c'est un peu classique sans trop faire jouer avec l'accélérateur et sans trop traîner, bah il faut quand même déjà prévoir 2h50 quoi. Donc voilà, en temps, ça donne une idée d'étudier les traces. Ouais, c'est un beau vol, mais du coup, voilà, à 20 km/h, ça met 3 heures. Donc, ça commence à être un vol long, quoi. Euh, Après, voilà, en allant plus vite, eh ben, vous pouvez dire, non, moi, j'avance vite sur mon aile. Voilà, ça réduit à 2h20 là, en avançant à 24 km/h. Mais après, c'est pour donner une idée, il faut arriver à le faire le jour J, quoi. Et des fois, tout se passe pas comme prévu. Donc, en tout cas, l'outil est vraiment super pour estimer vos petits trajets, vos vols, qu'ils soient petits ou longs d'ailleurs, voilà, ça peut donner des idées de temps nécessaire. Euh, Après, pour finir ma présentation, il y a d'autres trucs sympas sur les études de vol. Vous pouvez trouver des blogs sur Internet, des récits de pilotes tout simplement. Donc par exemple, bah, voilà, là sur cet article, il y a un pilote qui a fait 83 km en triangle FAI, donc c'est un très beau vol, surtout dans les Pyrénées, à cet endroit-là où on voit que finalement il s'éloigne un peu des reliefs. Donc c'est super intéressant puisque le pilote va commenter comment il a étudié, comment il a préparé son vol en étudiant la météo, comment il l'a vécu, etc. Donc c'est vraiment très complémentaire à du coup une trace parce que là on a comment le pilote a ressenti son vol et donc c'est très intéressant. Ah oui, les couleurs, je vous ai pas expliqué le truc des couleurs. Euh, donc si je reviens sur notre petit triangle à Saint-Hilaire, euh, pourquoi il m'affiche pas les contrôles? Voilà. Ta, ta, ta. Les trucs de couleurs, en fait, ça va vous aider si vous voulez vraiment faire un triangle FAI pour faire plus de points. En fait, c'est les zones où il faut aller pour agrandir suffisamment le triangle pour faire un triangle FAI. Euh, donc voilà, là quand je me mets à Limbin, ben très bien, on a 56 km, on a bouclé un triangle, mais c'est un triangle plat, flat triangle. Et en fait, si on veut faire un triangle FAI, il va falloir
mettre plus de distance sur des côtés. Donc là, le côté le plus petit, par exemple, c'est là. Donc s'il y a une transition et qu'on va dans Beldon et qu'on clique Close Flight dans le menu à gauche, voilà, là on voit que le point, si je le mets dans le rouge, et ben du coup on a un triangle FAI. Donc là, ça va faire x1,4, donc ça fait plus de points. Mais voilà, par exemple, si hop, le point est en dehors du triangle, de la zone rouge ici, ça fait qu'un triangle plat. Donc là, pas grand-chose, vaut mieux aller jusqu'ici vers les 7 lots et hop, là, ça fait un beau triangle FAI, superbe quoi. Voilà, c'est une indication la couleur et en fait, vous pouvez bouger évidemment et ça reste là dans un triangle FAI et dès qu'on sort, hop, c'est un triangle plat. Donc c'est une façon d'identifier visuellement tous les endroits où vous pouvez aller pour boucler. Après, les instruments de bord aussi de vol peuvent aider, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas une fin en soi de faire des triangles FAI, mais l'outil permet facilement de l'identifier. Donc, je vous parlais des blogs. Donc, je vais montrer un premier exemple. Je vous enverrai les liens. Il y a aussi d'autres personnes qui font des blogs, voilà, par exemple avec même la trace en 3D dans l'article. Et donc, bah, c'est intéressant parce qu'on revit un peu le vol. Voilà, là c'était même un vol de groupe, donc on peut voir sur de la plaine comment tous ces pilotes sont entraînés et finalement, voilà, ils trouvent les thermiques au même endroit. Et dans l'article, comment ils ont analysé leur vol, comment ils l'ont ressenti. Donc, c'est intéressant. Il y a quelques articles sympas, je peux vous en envoyer. On retrouve ça aussi sur des vidéos du coup de pilotes. Euh, il y a des pilotes qui font des super récits de vol en vidéo. Donc pareil, ils remontent la trace en 2D, puis après en 3D et mélangé avec des images euh, de, de vol en vrai, de caméra. Alors ça dépend des voilà. Et il y en a un qui font, lui, il fait des super analyses. Voilà, il fait des arrêts sur image comme ça et il donne des informations sur les brises, etc. Donc c'est un, hop, je vais revenir. C'est super intéressant pour étudier comment le pilote a réfléchi et comment il a anticipé sa trajectoire et les zones qui allaient être intéressantes où aller. Voilà, mélangé avec les vraies images, on se rend compte de l'état du ciel. Euh, donc ça, il y a des super vidéos sur YouTube avec les liens sur les traces. Mais les vidéos comme ça en elles-mêmes sont déjà, c'est des pépites quoi. Bon après même si par exemple c'est des vols d'experts, des 200 bornes, des choses auxquelles on ne veut pas prétendre, c'est quand même super intéressant parce que c'est plein d'indices qui sont réapplicables à notre niveau quoi. Sur le placement, sur qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, est-ce qu'il vaut mieux avancer ou est-ce qu'il vaut mieux pas, monter en altitude, aller au nuage. Il y a, voilà, des choses comme ça dans les vidéos qui valent le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a ce blog, je vous l'enverrai aussi. Super bien. Euh, donc pareil, on a des vidéos, on a des analyses. Alors là, c'était en compète, mais en plus, le pilote décortique comment il voit l'aérologie. Donc c'est assez passionnant parce qu'en plus de sa trace, on comprend pourquoi il est passé par tel ou tel endroit parce que voilà, il a optimisé par rapport à la brise de vallée, par rapport aux zones dangereuses. Donc franchement, il suffit de rechercher quelques mots-clés, on tombe vite dessus ou c'est super intéressant. Euh, donc je vous ai montré plein de logiciels. Il y a d'autres petits trucs intéressants. Donc il y a le mec qui fait le truc de la CFD là. Il a cette petite page de test où vous pouvez prendre votre trace à peu près n'importe quel format, IGC, GPX et compagnie, et décider et cliquer sur voir et voilà, du coup finalement on peut l'importer dans l'outil de la CFD. Haha. Donc c'est pas mal si vous n'avez pas envie de déclarer sur les CFD, mais quand même utiliser l'outil, et ben vous pouvez. Il y a tout ce qu'il faut.
Donc c'est vraiment pas mal. Euh, donc oui, j'en ai pas parlé, mais la CFD, donc pour déclarer votre vol, il y a la déclaration normale. Le site est un peu pas très intuitif, mais ils ont fait une nouvelle page là, déclaration express, ils appellent ça. Ça c'est super pour vous venez de poser ou enfin, c'est la fin de journée, vous venez de voler et vous voulez partager votre trace avec les autres pilotes de la journée, vous voulez faire votre déclaration. Ça, c'est très facile même depuis le téléphone, du coup, ça marche bien. Il y a que deux champs à remplir en gros. Il y a votre trace. Donc, si vous voulez enregistrer dans le téléphone, même ça marche, hein, il n'y a pas besoin d'un instrument de folie. Une trace de téléphone, c'est suffisant, hein, il n'y a pas besoin d'une grande précision. L'outil va effacer les points incorrects, faire déclarer et là, ça accédera à une autre page où il faut remplir. La seule chose à remplir, c'est les espaces aériens. Donc, ben, comme je vous disais, voilà, en fonction d'où vous voulez, dire j'étais à proximité de telle zone ou j'ai traversé aucun espace aérien interdit, etc. Mais bon, alors, ça tient en une phrase, quoi, hein. Et on peut vous aider. Au début, c'est un peu, on sait pas quoi remplir, mais on va s'entraider en tout pilote, on va vous montrer. Euh, Dernier lien. Sur les NOTAM, dans l'optique des espaces aériens, voilà, pour valider qu'il n'y ait pas d'alerte. Il y a un joli tuto ici qui explique comment faire. Alors là, bon, c'est le truc des espaces aériens, c'est un peu lourdingue, mais pour ceux que ça intéresse, ben, il y a tout en tuto, il y a juste à suivre, c'est assez enfantin. Mais bon, c'est pas inintéressant. Je vous mettrai les liens. Voilà, moi j'ai fini un petit peu de faire le tour de ce que je voulais vous présenter pour pouvoir utiliser quelques outils et décortiquer des traces. Après, à vous d'aller exploiter les informations, à vous de regarder ce que font les autres pilotes. C'est des outils vraiment super intéressants. Moi, ça m'a aidé à mieux voler, hein, à savoir où passer, comment cheminer le long d'un relief. C'est vraiment un complément à la pratique, je trouve. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser, même si ça donne pas l'aérologie, la forme du pilote, etc. Est-ce que vous avez des questions? Moi personnellement, j'ai un petit Sea-Ride qui est super bien parce que c'est léger et ça marche bien. Et en plus, je mets mon téléphone. Sur mon téléphone, ça fait plus un petit peu un secours au cas où le Sea-Ride ne marchait pas ou vice-versa. Et ça permet surtout de, dès qu'on a posé, voir sur une carte la trace, quoi. C'est l'avantage parce que le Sea-Ride, il faut l'ordinateur, enfin sur mon modèle en tout cas. Et donc sur mon téléphone, j'ai un Android. Moi, j'utilise, il y a plein d'applis, hein. Il y en a des tonnes. J'utilise XC-Trax maintenant, mais bon, c'est un peu le truc de compète, hein. Donc c'est peut-être pas le premier logiciel que je vous recommanderais pour commencer, même si c'est un très bon logiciel. Mais il y a une interface, il faut s'y faire un peu. Sinon, il y en a plein, hein. Tous les programmes qui vont juste utiliser la puce GPS de votre téléphone sans siphonner la batterie pour afficher les cartes feront l'affaire. Après, d'un téléphone à l'autre, d'une puce GPS à l'autre, ça va plus ou moins consommer de batterie, mais un bon téléphone, la puce GPS, ça consomme très peu. Il y a des bons. Après, vous pouvez utiliser AirTribune ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme. Il y en a plein. Je vous laisse les trouver. Il y a GeoTracker, moi je l'aime bien. Je l'ai longtemps utilisé. Pour ceux qui veulent pas un truc compliqué comme XCTrack, c'est parfait. Et ça consomme peu de batterie et vous pouvez voir après sur une carte, donc tip top. Après, il y en a d'autres, hein. Les GPS, à vous de voir. Et il y a certains GPS qui vous donneraient l'impression d'enregistrer qu'en 2D, mais en fait, une fois que vous exportez la trace, vous pouvez, enfin, il y a tous les points et vous pouvez la visualiser en 3D du coup ailleurs, quoi.
Et tout ce que je déclare sur la CFD, par exemple, personnellement, depuis quelques années, c'est avec mon téléphone. Donc la précision est largement suffisante, hein. Après, quand on va zoomer, on verra pas autant de points qu'avec le C-Ride dans les thermiques, mais en fait, on s'en fiche. C'est pour donner une idée du vol, quoi. Ben, merci. J'espère que ouais, ça vous aura fait découvrir deux, trois trucs, que ça vous aura donné envie d'aller jeter un œil. Euh, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, même après. Merci à vous. Et ben voilà, 1 heure et demie. C'est bon, on est dans les temps.